Bien. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Mesdames et messieurs, je parlerai de la situation de notre pays, le Gabon, sans détour, car dans le moment dramatique que nous vivons, moment fait d'espoir déçu et de doute qui s'installe lourdement, les hommes de cœur doivent voir les choses en face et les dire avec franchise. Chers compatriotes, nous sommes quelques jours après le début de l'année 2025 et cela fait maintenant 16 mois que la transition, quasi sous couvre-feu, est en place. Mais que retenir depuis le 30 août 2023 et la chute du régime dit ancien? Que retenir sinon que le général président et ses compagnons du CTRI sont loin, très loin d'avoir rempli les engagements pris. À cela, mesdames et messieurs, une seule et unique raison. Le coup d'État qui a été présenté comme un coup de libération n'est rien d'autre qu'une esbrouffe, une entourloupe montée de toutes pièces sur le mode d'un marché de dupes afin de tromper et de mystifier le peuple gabonais. En réalité, il ne pouvait en être autrement. C'est ce que nous enseigne l'histoire, notre histoire. Cela nous permet en réalité de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. En effet, depuis son indépendance octroyée par la France, le 17 août 1960, le Gabon a connu 2 coups d'État que tout différencie, tant par la qualité des auteurs que par les buts poursuivis. Dans le premier cas, intervenu en février 1964, des militaires patriotes et nationalistes avaient pris le pouvoir pour opérer une rupture d'avec le régime du président Léon Mba. Même si ce coup de force ne fut pas couronné de succès jusqu'au bout, il a cependant le mérite, avec le recul que nous accorde le temps, de nous montrer en miroir que celui perpétré et réussi par le général président et sa garde républicaine ne visait pas le même objectif. Chers compatriotes, en février 1964, l'opération menée par l'armée gabonaise s'était faite à visage découvert, manière pour les initiateurs et responsables d'en assumer pleinement la paternité. Aussi réunis en un comité révolutionnaire, les identifiés et identités étaient connus. Il n'en est pas de même pour le CTRI, dont les noms et les visages de ses membres sont à ce jour inconnus. Pourquoi un tel mystère, alors que ces derniers prétendent avoir agi au nom du peuple gabonais? De quoi ont-ils donc peur pour ne pas livrer la totalité des visages civils et militaires du CTRI? Que craignent-ils? Cette invisibilité est surprenante. Il apparaît clairement à cet égard que, contrairement à l'heure devancier de 1964, le général président de CTRI prétende
avoir agi au nom du peuple gabonais, mais ce peuple n'est en réalité qu'un prétexte. Il sert de faire valoir. Du reste, cela n'est pas étonnant. En effet, le coup d'État du 30 août 2023 l'a été non pas par l'armée gabonaise dans sa totalité, mais par un corps d'armée qui a la particularité de ne pas appartenir au commandement général des forces armées gabonaises. Cette singularité a guidé la préparation et l'exécution de son opération, ce qui induit, à la différence de nos prédécesseurs, que les intérêts défendus par la garde républicaine, anciennement appelée garde présidentielle, sont d'ordre particulier et corporatiste. En relation avec ce contexte, il est indéniable que le président de la transition de cette série, malgré les discours et les promesses, ont manqué le coche et ils ont trahi la nation. L'exemple de février 1964 en faveur du peuple n'a pas été suivi. S'il s'était inscrit dans la même logique, comme l'avait été en 2019 le lieutenant Kelly Ondobia, dont on se demande encore à ce jour pourquoi il est maintenu en détention. Les militaires du CTRI auraient montré que l'action entreprise le 30 août 2023 était totalement désintéressée. En effet, il faut rappeler à cet égard que les tombeurs du président Léomba, après avoir évincé les civils, s'en étaient remis à d'autres civils, en appelant Jean-Hilaire Obama à composer et diriger le gouvernement provisoire qui ne comptait que des civils. Ce faisant, la répartition des rôles était nettement affirmée. Aux civils, la gestion de la cité, aux militaires, la protection de celle-ci, tant au plan intérieur qu'extérieur. Se présentant en libérateur, les auteurs civils et militaires du coup d'État du 30 août 2023 auraient pu adopter la même conduite. En effet, étant intervenus au nom du peuple gabonais et ayant reconnu le caractère tronqué des résultats de l'élection présidentielle de 2023, rien, dès lors, ne s'opposait à ce que, s'érigeant en juge de paix, les militaires protègent le véritable vainqueur de l'élection et s'assurent de son installation sur le fauteuil présidentiel. Alors, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Mes chers compatriotes, la question est d'importance. En effet, le coup d'État s'étant déroulé sans effusion de sang et sans opposition particulière, aucun obstacle n'empêchait dès lors que le scénario se réalisât. Toutes les conditions étaient réunies pour que le changement au sommet de l'État se produisît de manière apaisée. En d'autres termes, et dans ce contexte, l'acte posé le 30 août 2023 aurait dû avoir pour vocation de faire triompher, dans une phase électorale, la pratique de la démocratie. Cette option n'aurait donc pas dû être d'accaparer le pouvoir du peuple et de le restituer à celui à qui le peuple aura largement confié par un vote libre et assumé. Mais à bien y regarder, ce refus de s'aligner sur la volonté populaire n'était en fait que la matérialisation d'un plan. Révélation nous en est faite par un audio encore disponible sur le net à ce jour. À son écoute, l'on y prend connaissance des raisons profondes pour lesquelles le commandant en chef de la GR a perpétré le coup d'État. Parmi celles-ci, il ne se trouve aucune d'ordre républicain ou patriotique. N'est-ce pas la preuve que si le peuple, lui, regarde vers l'avenir, les hommes en armes, eux, regardent vers le passé et vers leurs intérêts. Pour avoir tourné le dos au choix du peuple, il est difficile de croire, mesdames et messieurs, comme l'affirme le président de la transition du CTRI, que le coup d'État du 30 août 2023 l'a été en réaction à la mauvaise organisation des élections. Si tel avait été le cas, les auteurs et responsables ne seraient pas en liberté.
il ne serait pas promu dans de hautes fonctions dans l'État. Il serait en détention, jugé et condamné. En tout point, leur narratif est faux et ne saurait convaincre personne de sérieux. En réalité, le renversement du régime d'Ali Bongo Ondimba n'a été que l'exécution d'une stratégie d'accaparement et de confiscation du pouvoir au fin d'empêcher l'avènement, par la tenance démocratique, d'un nouveau chef d'État qui aurait opéré l'indispensable rupture entre l'ancien régime et ouvert le Gabon à de nouveaux horizons. Il faut croire que beaucoup avaient à y perdre, d'où du reste le refus obstiné quant à la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation par le président du CTRI et toutes les autres institutions qui n'en sont que des supplétifs. Par sa manière d'être et de faire, le général président tente de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ce faisant, il bafoue notre dignité de peuple. À ce titre, méfiance et défiance se doivent d'être de mise quand ça le concerne. D'autant que pour atteindre ce but, il est prêt à énoncer des contre-vérités. Aussi n'hésite-t-il pas à recourir au général de Gaulle. Mais ce faisant, il oublie l'essentiel, à savoir une vérité qu'il refuse d'appliquer. En effet, mesdames et messieurs, il faut savoir que le général président a du mal à se faire à l'idée que la politique, tout comme le métier des armes, s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Avoir été le porte-serviette d'un président, fut-il Omar Bongo Ondimba, ne peut exempter de la nécessité d'apprendre. L'apprentissage, ici, est un impératif. En politique, faire ses classes est indispensable, surtout dans des pays en développement. C'est une question de culture et de responsabilité. On ne s'improvise pas au sommet de l'État. On n'apprend pas en étant président. L'apprentissage se fait avant. Mes chers compatriotes, ce passage obligé, qui n'a pas été effectué par le commandant en chef de la garde républicaine, lui aurait évité de se prendre de manière répétitive les pieds dans le tapis. Et quand il en est ainsi, il est porté à dire une chose et son contraire. Cette propension à se contredire, voire à se perdre, se révèle notamment dans ses interventions. À toutes fins utiles, qu'il sache que, comme dans l'armée, la politique a ses us et ses codes, sans l'appropriation desquels le novice, sans formation aucune, est toujours démuni devant l'adversité et la gestion de l'État. En pareille situation, il devient menaçant, il perd ses nerfs, il crie, il vitupère, il dénonce publiquement, il voit des complots partout, il espère impressionner. Mais en fait, il n'impressionne personne. Alors pour s'en sortir, il aurait suffi de demander conseil. Avoir l'humilité de demander quoi faire, dans quelles circonstances, c'est la marque des grands hommes. Prétendre tout savoir parce qu'on occupe une fonction est la marque des petits. N'ayant pas ces prérequis, le général président devrait avoir la modestie de comprendre une fois pour toutes que l'improvisation au sommet de l'État disqualifie son auteur. Même le général de Gaulle, dont il prétend être l'égal, parce que, ayant comme lui 2 étoiles, n'a jamais pensé qu'il y avait des générations spontanées en politique. Ici, comme dans l'armée, les carrières se construisent. Ainsi, avant d'être le premier président de la 5e République française, le général de Gaulle a-t-il été, en 1940, sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre, dans le gouvernement de Paul Reynaud. On n'improvise pas l'arrivée au sommet de l'État, ça se construit. Que ce soit dans l'armée ou en politique, Charles de Gaulle a avancé par étapes, ne confondant point vitesse et précipitation. De ce fait, jamais
jamais, il n'a emprunté le chemin du coup d'État. De Gaulle n'a jamais fait de coup d'État, contrairement à son autoproclamé alter ego. Il faut donc laisser reposer le grand homme en paix sur sa terre de Colombey des deux églises. Son histoire parle pour lui. Elle ne saurait s'accommoder des travestissements de tropiques, ni des volontés. Mes chers compatriotes, il est toujours préférable d'éteindre un incendie tant qu'il est encore au début. C'est une façon d'empêcher que l'incendie se propage et se transforme en brasier incontrôlable. Et le cas du Gabon aujourd'hui ressemble à un début d'incendie sous la houlette du général président, chef du CTI. Aucune légitimité populaire, et le voilà en train d'agir en despote. À cet égard, n'est-ce pas lui qui, dans le Haut-Ogooué, avait publiquement humilié un jeune compatriote dont le tort à ses yeux avait été de contester la non-conformité d'un projet? Je dois dire à cet effet qu'étant Premier ministre, chef du gouvernement, j'avais déconseillé au chef de l'État, dit Bongo Ndimba, à l'époque, de réceptionner ces logements parce que c'était un scandale. Ces logements sont un vrai scandale et les populations de Mwanda ont raison de les refuser. Et d'avoir contraint un jeune publiquement à l'humiliation, cela a clairement démontré à la face du monde vers quoi s'oriente le CTI, vers le despotisme, vers la dictature. Et nous dirons non, non et non. Mesdames et messieurs, sur la question des droits de l'homme, jamais notre pays n'a été aussi exposé aux humiliations, aux vexations, aux traitements humiliants. Des syndicalistes ont été tondus publiquement. Des populations ont été humiliées publiquement, les cheveux coupés, le paroxysme ayant été atteint il y a quelques jours avec la mort par torture des jeunes compatriotes. Et comme du cynisme, il y a un simulacre d'hommage de la nation. C'est d'un cynisme aggravé. Lorsqu'on sait par ailleurs que le général président s'est déplacé en personne dans la maison du défunt, expliquer aux populations et aux parents les méthodes de torture. En bon connaisseur qu'il est, il leur a dit comment ça a pu se passer. Il a parlé du pont, il leur a parlé de cela. C'est aller parler de la corde dans une maison de pendu. Lorsqu'on respecte l'humain, on ne fait pas cela. Voici que nous avons à la tête de l'État, incapable de respecter le deuil d'une famille et d'affirmer à la face du monde de quelle manière il torture les gens. Et à l'heure où nous parlons, les tortures se font dans les geôles du Gabon. Et c'est un fait. Mais la torture, mesdames et messieurs, le Gabon a ratifié tous les instruments. C'est un crime contre l'humanité. Va-t-on avoir à la tête de l'État un criminel contre l'humanité? C'est une question fondamentale. Est-ce que c'est ce Gabon que nous voulons? Est-ce que c'est cela l'essor vers la félicité, mesdames et messieurs? Le président de la transition se veut démocrate. C'est sa liberté, c'est son droit. Mais encore faudrait-il qu'il accepte des principes simples qu'exige ce statut. Il devra comprendre qu'il ne saurait exister en démocratie des relations de domination ou de soumission entre gouvernants et gouvernés. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui est le souverain. Ce n'est pas celui qui détient le pouvoir suprême qui est le souverain. Il n'est que le premier des employés du peuple souverain. Autrement dit, qu'il sache que la gouvernance militaire dans les casernes est une chose, la gestion de l'État avec des civils est autre chose. Personne ne se mettra debout, les deux doigts sur la couture du pantalon. Nul n'abandonnera ses droits, et en tout cas pas nous, ensemble pour le Gabon. Mes chers compatriotes, à quoi avons-nous affaire aujourd'hui? Nous avons affaire à un groupe d'hommes et de femmes qui ont pris le pouvoir par effraction et qui, depuis 16 mois, font pire que ceux qu'ils ont remplacés. Dans tous les domaines de la vie nationale, ce qui se fait aujourd'hui, en 15 mois, est pire que ce qu'il y a eu en 14 mois, dans tous les domaines. Nous allons les prendre un à un, mesdames et messieurs. Sur la question des finances publiques, la situation du pays est catastrophique. Les finances publiques sont exsangues. Aujourd'hui, les institutions financières les plus sérieuses arrêtent leur financement
en direction du Gabon. Le Gabon se trouve obligé de se tourner vers des personnes morales à la réputation sulfureuse, des personnes morales condamnées par ailleurs devant les tribunaux pour corruption. Voilà que sont eux qui prêtent l'argent à l'État gabonais. Lorsqu'un État agit ainsi, il est sorti de l'état de droit, il est rentré dans l'état de non-droit et dans l'état de fait. L'économie gabonaise est au sol. Ce sont des dizaines d'entreprises qui ont fermé en 15 mois. Des centaines d'emplois qui ont été perdus en 15 mois. Sur la zone d'Nkok, 13 entreprises ont fermé dans les 15 derniers mois. 15 entreprises ont demandé un arrêt pour raisons économiques. Ça fait une trentaine d'entreprises à peu près qui ont fermé sur la seule zone d'Nkok en 15 mois. En 15 mois seulement, la masse salariale, lorsque j'étais Premier ministre, elle était de 685 milliards de francs CFA par an. Aujourd'hui, 15 mois après, elle est à 853 milliards de francs CFA. Voilà ce que c'est le CTRI. Voilà le CTRI en 15 mois. L'endettement de l'État est passé de 7 000 milliards à 10 000 milliards aujourd'hui, soit une augmentation en 15 mois de 3 000 milliards. Ça veut dire 200 milliards par mois qui sont empruntés par l'État gabonais. Où sont les chantiers? En dehors des chantiers amorcés par les Libanais, on ne voit pas où sont les chantiers de l'État. Où sont les créations d'emplois? On nous a tant promis, on ne voit rien venir. Voilà le vrai bilan du CTRI. Et ce n'est pas en insultant Billy Beans qu'on remboursera la dette. Il faut rembourser ces dettes. C'est là. Nous l'avons déjà dit, nous avons prévenu. Et ce n'était pas un jeu de mots. Que personne ne pleure. Ils ont maintenant un bilan. Hier, nous étions, nous, les hommes du passé. Aujourd'hui, ils sont les hommes du passif. Lorsqu'on parle d'une équipe gouvernementale, on dit que c'est un orchestre. Il s'agit de quel orchestre aujourd'hui? Ce n'est pas un orchestre philharmonique. Ce n'est pas un orchestre symbolique, symphonique. Il s'agit d'un orchestre de casseroles. Ce gouvernement enchaîne des casseroles. C'est tous les jours un scandale. Scandale dans les régies financières, scandale dans les sociétés de l'État, scandale au FGS, scandale au gouvernement même, où des dizaines de voitures sont détournées par un ministre, au vu aussi de tous, et il siège en conseil des ministres le lendemain. C'est un scandale. Scandale d'entendre des ministres à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, et ils sont encore au gouvernement. Et ils doivent négocier avec des bailleurs de fonds. C'est un scandale. Mais ça, mesdames et messieurs, jamais notre pays ne l'avait vécu. Jamais notre pays l'avait vécu. Nous avions pensé que les militaires se montraient rigoureux, mais en 15 mois seulement, ils sont en VX. En 15 mois seulement, les uniformes sont serrés au corps. C'est ça la réalité. La réalité, mesdames et messieurs, ce n'est pas un changement qui a été opéré, c'est un remplacement. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que le problème, c'était Ali Bongo, il a été remplacé. Mais le système d'Ibongo PDG est en place, et j'y reviendrai. La réalité, mesdames et messieurs, c'est qu'il y en a qui se disent homariens, mais en réalité, ils sont hommes à rien. C'est ça la réalité. La réalité, mesdames et messieurs, c'est que notre pays est à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Le CTRI, c'est retour vers le passé, à toute vitesse. Le CTRI, c'est le maintien d'un mauvais système en pire. Et les soutiens du CTRI qui pensent le défendre se contentent de dire c'était pire avant. On donne donc aux Gabonais le seul choix entre le pire d'aujourd'hui et le pire d'hier. Mais le meilleur existe. Et ensemble pour le Gabon, on entend proposer avec d'autres la voie vers le meilleur pour notre pays. J'y reviendrai. Mes chers compatriotes, il y a quelques jours, mais est-ce que ça aurait pu surprendre, le Parlement de transition et de trahison a adopté à l'unanimité un code électoral d'une très grande iniquité. Ce code électoral, alors qu'ensemble pour le Gabon et d'autres forces de notre pays avaient fait parvenir des propositions demandant l'exclusion totale
du ministère de l'Intérieur dans la gestion des élections. On nous fabrique un monstre à 3 têtes. On ne sait pas qui fait quoi, qui dira quoi. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui assure l'autorité de tout cela. Autant dire qu'avec ce code électoral que nous rejetons totalement, autant dire qu'on demande au renard de s'occuper du poulailler. Le ministère de l'Intérieur, le même Conseil des ministres qui a annoncé la date des élections, a renouvelé les personnels de commandement. Vous pensez que ça trompe quelqu'un? Quelques jours après, en plein week-end, on renforce les personnels de commandement et les services de sécurité. Vous pensez que ça trompe quelqu'un? On s'apprête à réaliser un coup d'État électoral. Après le coup d'État août 2023, après le coup d'État sur la Constitution, après le coup d'État sur le code électoral, maintenant c'est le coup d'État sur les élections qu'on s'apprête à perpétrer. Mais il revient au peuple gabonais. Aucune arme n'est au-dessus du droit de vote. Aucune. J'en reparlerai. Mes chers compatriotes, à la lecture de la loi sur le code électoral qui vient d'être promulguée, Ensemble pour le Gabon note avec gravité une situation qui ne s'est produite dans aucun pays. Pas plus tard qu'hier, avec des compatriotes, Abel Rondosa, Ali Akbar Onanga, Pierre Kawé Mahanga Moussavo était absent. Nous avons rencontré la CEAC. Et j'ai demandé au président de la commission de la CEAC s'il existe un seul pays, en dehors du Gabon, parmi les membres de la CEAC, un seul pays où les militaires sont autorisés à être candidats aux élections. Est-ce qu'un seul pays en Afrique existe une démocratie où les militaires sont autorisés à être candidats aux élections? C'est d'une extrême gravité, mesdames et messieurs. Et nous ne laisserons pas faire. Nous rejetons totalement le fait que les militaires soient candidats aux élections. La place des militaires est dans les casernes. Leur place n'est pas à faire de la politique. La politique n'a pas à rentrer dans les casernes. Autoriser les militaires à être candidats aux élections, mesdames et messieurs, est d'une extrême gravité. Cela signifie qu'un général candidat va transformer la caserne en parti politique. Cela signifie qu'il fera des militaires des militants de son parti politique. Cela signifie que les fanfares deviendront des groupes d'animation. Et imaginons, chers frères, lorsqu'on conçoit un texte, je l'ai déjà dit, on le conçoit dans un esprit, mais attention, il y a toujours l'envers de l'esprit. Il faut imaginer que demain, 2, 3 généraux soient candidats à la même élection. Que va-t-il se produire? Le commandant en chef est candidat, le commandant en chef de la GR est candidat, il a la force de frappe de la GR. Le chef de l'état-major des Bérets Rouges est candidat, il a cette force de frappe. Le commandant en chef de la gendarmerie est candidat. Il se passe quoi dans les casernes? Et que se passe-t-il dans le pays? Je pose la question parce que ce n'est pas de la politique fiction. Actuellement au Soudan, 2 généraux puissamment armés s'affrontent. Des milliers de morts, des millions de déplacés. Des pays d'Afrique centrale et de la CEC sont concernés. Le Tchad est menacé par des millions de déplacés. On ne peut pas jouer avec le feu. Omar Bongo Ondimba, qui connaissait bien le Gabon, qui connaissait bien ce pays, et qui lui-même était militaire, il disait, les militaires n'ont rien à faire en politique. La place des militaires n'est pas la politique. Celui qui prétend être un disciple d'Omar Bongo Ondimba devrait... Nous sommes moralement prêts. Nous sommes intellectuellement prêts. Nous sommes spirituellement prêts. Nous sommes politiquement prêts. Le Grand Gabon existe et ensemble, nous pouvons le mettre en œuvre. Nous ne voulons pas d'un Gabon rabougri sur ses frontières. Nous ne voulons pas d'un Gabon qui ne se contente que de faire moins pire que les autres. Le meilleur doit exister. Et ce Grand Gabon doit exister. Ce Grand Gabon, nos enfants en ont besoin. Ce Grand Gabon, nous-mêmes en avons besoin. 12 000 Gabonais apprennent au Sénégal. 12 000 Gabonais. Le Sénégal a été indépendant en 1960 comme le Gabon. 12 000 Gabonais apprennent au Sénégal.
340 milliards de francs CFA vont être engloutis pour refaire la cité de la démocratie. C'était une erreur pour le président Ali Bongo d'avoir détruit la cité de la démocratie, d'avoir pas reconstruit. C'était une erreur. Mais c'est une erreur encore plus grande de mettre 340 milliards dans cet investissement quand l'université est au sol, quand on n'a pas d'hôpitaux, quand on n'a pas de dispensaires, quand on n'a pas d'école. 700 milliards de francs CFA de marché accordés à Ebomaf sans appel d'offres, c'est un scandale. C'est un scandale absolu. Et pour toutes ces raisons, nous pensons fermement qu'une autre voie est possible. Et une autre alternative est possible. Et je vous le dis, ma réflexion est largement entamée. Dans quelques jours, je serai devant vous et je vous donnerai ma réponse. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Premier ministre. Christy Bouanga de Alpha Télévision. Dans votre introduction, vous vous êtes décrit comme Gabonais de père et de mère, marié à une femme gabonaise, de père et de mère. Cela fait partie de quelques critères que l'on demande aux candidats pour les élections présidentielles à venir. Vous avez aussi dit que vous étiez prêt. Et ensuite, vous avez dit qu'on peut prévoir quelque chose et quelque chose d'autre se produit. C'est vrai que vous avez prévu de ne pas nous donner votre position aujourd'hui. Nous souhaitons que quelque chose d'autre se produise en nous disant ceci. Je pose la question, est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle? C'est bien essayé. C'est bien essayé. C'est vraiment la question du jour en réalité. C'est la question du jour. Non, je ne suis pas Gabonais de père et de mère parce que c'est les critères. Je le suis parce que je le suis. Je n'ai pas choisi, c'est comme ça. J'ai plus de 35 ans, j'ai moins de 70 ans, c'est pas moi qui ai choisi, c'est le destin. Et quand la pierre du destin est en marche, c'est comme ça. C'est comme ça, on ne sait pas. Je n'ai pas non plus épousé ma femme en pensant que la constitution allait être modifiée et changée. C'est comme ça. Et quand j'ai quitté le PDG, je ne savais pas qu'ils allaient fixer au 22 mars. Parce que c'était la date initialement prévue. Le 22 mars. Et comme ça a fuité, et vous savez que le 22 mars, c'est parce qu'ils pensaient que j'avais démissionné le 22 novembre. Quelqu'un l'avait mal informé. Mais c'était le 19 novembre, quelques jours avant seulement. Donc le 22 mars, c'était aussi pour le ciseau. Mais on passe à travers les mailles des foulées. On verra ce que demain nous donnera. Il ne faut pas jouer avec le pays.